Suivez ce numéro de Tapis Rouge avec le soutien de l'OMS Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Tapis Rouge, dans ce somptueux Noum Hotel Niamey, installé en plein cœur de la capitale nigérienne. De passage, un bonsoir à toute l'équipe de Noum Hotel pour la qualité de leur service et de leur hospitalité. Ce soir, nous avons un numéro spécial consacré aux actions de l'Organisation mondiale de la santé ici au Niger et surtout sa contribution dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Et comme chaque mois, nous parlerons d'innovation avec ce soir la plateforme Ibani, qui est un détecteur de palu créé par la start-up Yaïmek. En deuxième partie, nous parlerons de culture avec Al-Husseini Chehou, un grand homme de culture qui appartient à la communauté Inadan, considérée comme l'industrie touareg en matière d'artisanat. Et la révélation du mois que vous allez certainement bien apprécier. Alors, sans plus tarder, nous démarrons cette émission en accueillant tout d'abord Dr Ania Blanche, représentante de l'Organisation mondiale de la santé, ici au Niger, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans cette émission que nous avons consacrée à l'OMS et aux actions que vous menez ici au Niger. Alors, l'OMS est installée au Niger depuis maintenant 60 ans avec beaucoup de réalisations faites. Tout d'abord, première question, comment se porte la collaboration, la coopération entre l'OMS et l'État nigérien? Merci. Vous l'avez dit, ça fait près de 60 ans que nous sommes installés au Niger. Et qui dit 60 ans dit maturité. Et vous pouvez imaginer que la coopération se porte très bien. Nous avons un plan de coopération avec le ministère de la Santé. Et ce plan de coopération est élaboré à partir des priorités du ministère de la Santé. Et ces priorités elles-mêmes sont tirées du plan de développement sanitaire du ministère de la Santé. Et à partir de ce plan, donc, nous travaillons en étroite collaboration, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé, pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont planifiés dans le plan de développement sanitaire du ministère de la Santé. Et donc, depuis tout ce temps, nous avons eu une parfaite collaboration avec le ministère de la Santé. Et comme vous l'avez si bien dit, après 60 ans, si on est toujours ensemble, c'est que tout se porte bien. Oui. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment remercier le ministre de la Santé, le gouvernement du Niger, avec tous les efforts qui sont fournis pour que cette collaboration se porte très très bien et qu'elle soit fructueuse surtout, parce qu'avec une si bonne collaboration, nous arrivons à faire des réalisations et nous souhaitons que cela continue pour le bénéfice des populations nigériennes. Alors, l'OMS intervient dans plusieurs domaines de la santé ici au Niger avec des programmes spécifiques. Nous sommes allés à votre rencontre pour nous enquérir de votre fonctionnement. Nous allons regarder cela dans notre rubrique Inside. Et juste après, on se retrouve. Présente au Niger depuis 1960, l'Organisation mondiale de la santé est l'une des toutes premières agences des Nations Unies à s'installer dans le pays. Après l'indépendance, les chantiers sont nombreux. Aussi, les autorités nigériennes trouvent en l'OMS le partenaire idéal pour mettre en place un système sanitaire efficace au bénéfice des populations. Un
rôle que l'agence onusienne joue inlassablement depuis plus de 70 ans à travers le monde, dans les 194 pays qui en sont membres. L'Organisation mondiale de la santé a été créée en 1945. C'est l'institution spécialisée des Nations unies pour tout ce qui concerne les domaines de santé. Et sa constitution a été approuvée le 7 avril 1948. Les valeurs que l'organisation défend, en fait, ce sont notamment les valeurs en faveur des droits humains, les valeurs en termes d'équité, en termes d'universalité et sur la base des principes énoncés dans sa constitution. Les principaux domaines d'intervention sont constitués par les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la préparation, la surveillance et la réponse aux crises humanitaires et non humanitaires, également la promotion de la santé tout au long de la vie et surtout la priorité dans le renforcement des systèmes de santé pour aller vers la couverture santé universelle. Grâce à sa stratégie de coopération avec les pays, élaborée dans le cadre d'un processus de consultation avec les différents intervenants locaux dans le domaine de la santé, les interventions de l'OMS ont permis d'enregistrer des progrès significatifs ces dernières années dans le domaine de la santé publique au Niger. Des succès dont l'un des plus probants est la certification du Niger comme pays libre de la poliomyélite en juillet 2016, mais pas de quoi se reposer sur ses lauriers, comme l'explique le Dr Malam Ekoye Saïdou, chargé du programme de renforcement du système de santé. L'OMS, pour atteindre l'offre de soins adéquats au niveau des pays, s'appuie sur les 6 piliers du système de santé qui sont le développement du leadership et de la gouvernance, le renforcement des ressources humaines en santé, l'amélioration du financement du secteur de la santé, le renforcement des pays en infrastructures, équipements et médicaments dans le cadre de la santé, le développement du système d'information sanitaire. Et dans tous ces 6 piliers, l'OMS a eu à mettre en œuvre un certain nombre d'interventions pour accompagner le Niger. L'appui en termes financiers peut aller au-delà de 21 millions de dollars pour ces 2 dernières années. Et ce sont sur ces 6 piliers que généralement l'Organisation mondiale de la santé s'appuie aussi pour accompagner les pays à tendre vers la couverture sanitaire universelle. L'efficacité de la coopération de l'OMS repose également sur un dispositif de réponse aux épidémies et autres situations d'urgence pouvant affecter les populations. Lorsqu'il y a une urgence, on doit être à même de répondre. Et donc, c'est la mobilisation des équipes pour pouvoir répondre, la mobilisation des moyens. Et donc, s'il y a une épidémie de choléra, on doit répondre. S'il y a une épidémie de rougeole, on doit pouvoir répondre. S'il y a une épidémie liée à une catastrophe comme inondation, on doit pouvoir être à mesure de répondre. Nous aidons les gouvernements à pouvoir avoir des plans pour apporter une réponse aux différentes épidémies et catastrophes naturelles au niveau du pays. Et donc c'est comme nous avons un plan, je peux dire l'exemple, plan national de sécurité sanitaire. Nous avons différents plans de contingence pour répondre au choléra et aux autres maladies, méningites, et ainsi de suite. Tous les acteurs s'accordent à le dire, s'il y a un axe prioritaire autour duquel tourne le partenariat entre l'OMS et le Niger, c'est celui de la mise en place de la couverture sanitaire universelle. Dans ce cadre, l'institution onusienne a accompagné le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de ces différentes réformes. Un accompagnement constant qui n'est pas pour déplaire aux partenaires de premier plan de l'OMS, qui est le ministère nigérien de la Santé. Les interventions de l'OMS ont largement contribué au progrès significatif enregistré dans certains domaines de la santé ces dernières années au Niger, notamment celui de la lutte contre les maladies évitables à travers la vaccination chez la mère, chez l'enfant, ce qui a permis d'améliorer certains indicateurs socio-sanitaires. Il y a eu une avancée très importante et cela est dû à tous ces appuis que l'OMS apporte, à l'appui que l'État dégage dans le cadre de la lutte contre la maladie, dans le cadre du PEV de routine, dans le cadre des activités supplémentaires de la vaccination. Et j'apprécie la disponibilité constante des experts et personnels
de l'OMS, ainsi que le rôle de la représentante actuelle de l'OMS, Dr Ania Blanche, qui s'est investie personnellement pour ce processus phare, j'ai nommé la couverture sanitaire universelle, où aujourd'hui l'OMS fait de cette couverture son cheval de bataille afin d'assurer une équité dans la prise en charge de toutes sortes de maladies, dans le but également de rapprocher toutes les populations, quelle que soit leur localisation géographique, au service de santé de base. Nous avons eu un audit organisationnel récemment qui a fait des recommandations pour qu'on puisse avoir une meilleure adéquation du personnel que nous avons et pouvoir mieux répondre aux priorités du gouvernement et des partenaires. Et donc, nous sommes convaincus que si nous mettons en œuvre ces recommandations à très court terme, nous pourrons répondre efficacement aux besoins prioritaires du pays et surtout mieux jouer notre rôle de leadership dans le domaine de la santé. La représentation de l'OMS au Niger entend poursuivre son accompagnement avec le pays dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, mais aussi dans la mise en place de politiques et stratégies visant à garantir à chaque Nigérien où qu'il soit des soins de qualité et à moindre coût. Voilà, retour sur ce plateau en compagnie de Dr Ania Blanche, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Niger, pour ce numéro spécial dédié à l'OMS et aux actions qu'elle réalise dans le pays. Alors, docteur, nous venons de voir dans ce reportage toutes les réalisations que vous faites ici au Niger. Présentement, vous êtes en pleine clôture de votre programme biennal 2018-2019. Tout d'abord, quel bilan faites-vous de ce binôme? Quelles ont été les grandes réalisations? En termes de réalisation, je pense que ce que je dois dire d'abord, c'est retenir que l'Organisation mondiale de la santé est une organisation qui fixe des normes, et qui donne un peu, oriente les pays dans tout ce qui concerne les politiques. Donc, s'il y a un bilan à faire, c'est par rapport à son mandat, qui consiste donc effectivement à appuyer les pays dans tout ce qui concerne les normes, les politiques et l'élaboration des guides sanitaires. Donc, ce que nous avons fait pour les 2 dernières années, c'est-à-dire le binôme 2018-2019 qui s'achève bientôt, c'est appuyer effectivement le ministère de la Santé et dans tout ce qui concerne l'élaboration de documents stratégiques. Et l'un des plus importants qui a été élaboré est le plan stratégique pour la santé de reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, du jeune et de l'adolescent, qui est un des grands axes du ministère de la Santé également. Donc, nous avons appuyé l'élaboration de ce plan stratégique. Nous avons également appuyé l'élaboration du plan stratégique de la personne âgée. Et nous avons appuyé un autre plan que nous avons fait, c'est le plan d'action national avec des projets de pipeline rural pour Difa, Tawa et Tilaberi. Et ça, nous avons fait en collaboration avec le ministère de l'Emploi. Nous avons également appuyé l'élaboration du plan d'action sur la sécurité sanitaire. Donc, bref, toute une panoplie de plans d'action qui rentrent dans notre mandat. Nous avons également appuyé l'élaboration de tout ce qui est politique, normes et standards. Et dans ce domaine-là, je voudrais citer les directives en rapport avec la prise en charge des cas de paludisme dans les formations sanitaires et dans la communauté. Je voudrais également citer tout ce qui concerne les guides de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida qui ont été révisés également la prise en charge pédiatrique de la tuberculose. Donc, tout cet ensemble de guides et normes qui ont été, pour lesquels l'Organisation mondiale a appuyé le ministère de la Santé. Et je voudrais également parler de tout ce qui concerne le renforcement des capacités des structures et du personnel de santé. Et en ce qui concerne ce renforcement des capacités, dans les structures, nous avons des appareils de dernière génération pour le dépistage de la tuberculose qui ont été fournis, et donc qu'on appelle GenExpert, qui ont été fournis au niveau du pays. Il y a eu toute une panoplie de formations d'acteurs dans divers domaines de la santé, parce que ça, c'est un de nos avantages comparatifs également. Ouais. Et il y a également eu, en termes
couverture santé universelle dont vous parlez, il y a eu une série d'activités qui ont été menées, entre autres un séminaire gouvernemental pour mieux expliquer aux membres du gouvernement tout ce qu'on entend par couverture santé universelle. Il y a eu une journée parlementaire que nous avons organisée et nous allons organiser une autre encore mardi. Et celle-là a été focalisée sur la couverture santé universelle. Il y a eu tous les appuis en termes de plans stratégiques. Mais évidemment, je voudrais dire ici que ces appuis se font en collaboration avec d'autres partenaires. Et tout cela conduit aux résultats que nous obtenons. Avant de terminer, je vais ajouter 2 autres domaines. L'un des domaines concerne tout ce qui est en rapport avec l'information sanitaire. Vous savez que l'Organisation mondiale de la santé est celle qui donne l'information en matière de santé. Et donc, nous avons le devoir d'avoir l'information la plus précise possible. Et dans ce cadre-là, nous avons contribué au renforcement de la surveillance communautaire et beaucoup plus dans les zones d'insécurité, les zones à accès difficile. Et là, nous avons mis en place ce que nous appelons Avadar dans le cadre de la polio et qui pourra être étendu aux autres maladies sous surveillance. Et dans ce cadre-là, on a pu avoir des informations en temps réel pour voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain dans ces zones où on n'avait pas toujours l'information. Le dernier domaine, c'est sur les enquêtes. Il y a une série d'enquêtes pour lesquelles nous avons contribué. L'une d'elles, c'est une qui est en train d'être finalisée, l'enquête SARA, la disponibilité des services de santé. Nous avons contribué également pour cette enquête. Nous avons contribué à une étude sur l'enquête sur les ressources humaines en santé, toutes les études sur la gratuité également, les études sur la gratuité également. Donc voilà un peu ramasser quelques domaines d'action dans lesquels nous avons travaillé. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de la couverture sanitaire universelle. C'est un sujet que nous allons longuement aborder tout au long de cette émission. Mais avant justement de rentrer dans les détails de la couverture sanitaire universelle, pour tous les auditeurs qui nous suivent, pour tous nos téléspectateurs et pour notre public ici présent, ce n'est pas forcément tout le monde qui maîtrise justement la CSU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la couverture sanitaire universelle? Qu'est-ce qu'on entend par CSU? Ça, c'est une question très importante parce qu'effectivement, on n'a pas toujours la même compréhension de la couverture santé universelle. Pour nous, à l'Organisation mondiale de la santé, nous entendons par couverture santé universelle le fait que tout citoyen d'un pays ait accès aux soins de qualité sans que cela n'engendre des difficultés financières. D'accord. Alors, nous signalons la présence du ministre nigérien de la Santé justement ce soir avec nous et avec certains de ses collaborateurs. Nous aurons l'occasion de leur passer le micro, notamment au secrétaire général du ministère de la Santé. Merci donc de m'avoir donné la parole pour dire les réalisations du gouvernement en matière de couverture universelle en santé. Peut-être avant d'arriver aux réalisations, il faut situer le contexte de la couverture universelle en santé. Pour dire que c'est un mouvement mondial où l'ensemble des gouvernements du monde, donc les 197 pays au monde, ont adhéré. Donc c'est eux qui constituent l'OMS en réalité. C'est les pays qui ont décidé à ce que ça soit un mouvement mondial. Et ce mouvement mondial a été récemment soutenu à la conférence des Nations Unies où les chefs d'État sont partis réaffirmer leur engagement pour faire de la couverture universelle en santé une réalité. C'est pour dire que c'est un mouvement qui est porté au plus haut niveau. Chez nous, la couverture universelle en santé, c'est une des priorités du gouvernement de la République, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui fait de la couverture universelle sa priorité. Qu'est-ce que le gouvernement a fait jusque-là par rapport à la couverture universelle? Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Le premier dispositif, c'est d'abord l'élaboration d'une stratégie de financement. Il y a également un groupe de travail que le gouvernement a mis en place, qu'on a appelé le groupe technique national, chargé de la mise en œuvre, de l'élaboration des outils et de la mise en œuvre de la couverture universelle en santé. Et cet organe, donc ce groupe de travail,
aujourd'hui, il est à pied d'œuvre en collaboration avec l'ensemble des partenaires et l'OMS pour effectivement arriver à matérialiser la couverture universelle en santé. Donc, nous sommes très avancés. Nous avons aujourd'hui élaboré notre plan stratégique 2020-2030 de la couverture universelle qui va prendre effet à partir de janvier 2020. Nous voudrions vraiment le finaliser d'ici le 31 décembre 2019. On a plusieurs dispositifs au Niger, dispositifs de gratuité et autres dispositifs d'assurance maladie sur lesquels nous voudrions construire la couverture universelle en santé. Donc, nous avons fait une proposition d'élaborer ce que nous appelons modèle de tiers payant pour la gratuité des soins. Comme vous le savez, la gratuité des soins, elle est là, mais il va falloir repenser le système de gratuité des soins pour nous permettre d'évoluer vers la couverture universelle en santé en scindant les fonctions de gestion, notamment les fonctions de vérification, les fonctions de paiement, les fonctions de prestation de soins. Donc ce sont ces éléments-là qui sont en train d'être repensés. Nous venons d'élaborer notre paquet des services essentiels sur lesquels nous allons bâtir la couverture universelle en santé. Nous avons également, comme la représentante de l'OMS vient de le dire, nous allons organiser la semaine prochaine une journée parlementaire où nous allons discuter de cette couverture universelle en santé. Nous allons bientôt, d'ici fin novembre, organiser des états généraux focus sur la couverture universelle en santé. Et au cours de ces états généraux, c'est là où les autorités vont encore venir lancer le processus de couverture universelle en santé. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tout un mouvement qui est en train d'être mis en place pour effectivement rendre effective la couverture universelle en santé. Mais là, cela ne suffit pas. On peut avoir les services disponibles, on peut avoir les populations, les plans techniques disponibles, mais s'il y a une barrière financière, les gens ne pourront pas y accéder. C'est là la composante essentielle de lever cette barrière-là pour permettre à quelqu'un qui, par exemple, s'il va dans un hôpital, il doit payer 300 000, 400 000. S'il paye 20 000 ou 30 000 francs, je crois que la différence elle est énorme, elle est grande. Je vous remercie. Merci, Dr Abachi. On l'applaudit quand même. On voit à quel point l'État mesure tous les enjeux justement de l'effectivité de la couverture santé universelle. Docteur, je me retourne vers vous. Ça veut dire que l'État est aujourd'hui en train de tout mettre en œuvre pour justement aller dans la mise en œuvre de cette couverture. Qu'est-ce que l'OMS, à son niveau, fait pour justement accompagner ce processus? Bon, on est ensemble dans tout ce qu'a dit le secrétaire général. On fait partie des partenaires dont il a parlé. Mais au-delà de ça, nous avons commencé par faire venir une équipe. Il y a eu 2 missions qui sont venues ici avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Une d'entre elles, c'était P4H, Provider for Health, pour essayer d'expliquer un peu au niveau, aux décideurs, aux autorités, un peu quel est le processus, et puis voir un peu tous ces mécanismes dont a parlé le secrétaire général tout à l'heure. Il y a également une autre mission qui était là en juin dernier, par rapport à tout ce qui concerne le cadrage, pour bien expliquer tout ce que le secrétaire général a expliqué. Autant au niveau du ministère on comprend, autant ce n'est pas tous les acteurs qui comprennent exactement ce qu'on veut faire. Donc on a besoin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que certains comprenaient l'assurance maladie, ne comprenaient pas toute la globalité du processus. Donc on avait besoin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et nous pensons que maintenant que tout le monde est sur la même longueur d'onde, on peut continuer à avancer ensemble. D'accord. Alors on comprend bien que l'État nigérien a un grand rôle à jouer. Vous, en tant qu'institution sanitaire, vous accompagnez. Et la société civile, quel peut être aujourd'hui son rôle? Bon, comme l'a si bien dit le secrétaire général, la couverture santé universelle, c'est une affaire de tous. Hein. Oui. D'abord, c'est multisectoriel. Le ministère de la Santé a peut-être initié, mais tous les secteurs sont concernés pour qu'on puisse avancer vers cette couverture santé universelle, y compris la société civile, parce que tout le monde a un rôle à jouer là-dedans et chacun est un maillon de cette chaîne-là qui a quelque chose à jouer. Donc, la société civile va être importante pour tout ce qui concerne informer et sensibiliser, et également au niveau des communautés, mobiliser les communautés pour qu'elles s'approprient ce processus-là.
D'accord. Alors, nous allons avancer dans cette émission pour parler un peu de la santé de la mère et de l'enfant. La santé de la population commence surtout par la mère et l'enfant, raison pour laquelle ce domaine est assez prioritaire pour l'OMS. Nous avons pu constater cela. Quels sont les progrès qui ont été faits dans ce sens-là? En termes de santé de la mère et de l'enfant, il faut dire que le Niger a fait des progrès considérables, surtout en santé de l'enfant, parce que en 2015, le Niger avait été déclaré comme l'un des pays qui a atteint l'objectif du millénaire pour le développement numéro 4, parce qu'il était passé, la mortalité infantile était passée de 123 pour 1000 à 51 pour 1000 en 2015. Donc entre 1992 et 2015, on a fait vraiment de pas de géant. Mais le travail ne doit pas s'arrêter, le travail doit continuer. En termes de mortalité maternelle également, il y a eu des progrès, mais nous devons continuer à travailler. On est passé de 700 pour 100 000 naissances vivantes en 1990 à aujourd'hui, en 2017, à 509 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est encore beaucoup. Donc il y a encore des efforts à faire. Et nous, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on travaille avec le ministère et les autres partenaires pour pouvoir, dans notre domaine, comme je l'ai dit, de compétences, tout ce qui est stratégie, documents de planification stratégique, et également nous assurer que l'un des aspects qui est très, très capital dans ça, c'est de s'assurer que dans les curricula de formation, tout ce qui concerne les modules pour la prise en charge des cas, des soins néonataux et obstétricaux d'urgence, la planification familiale, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, tout ça est introduit dans les prototypes de curricula de manière à ce qu'on enseigne ça déjà dans les écoles de formation de base pour que quand les gens sortent de l'école, ils ont déjà toutes ces connaissances-là et qu'on ne soit pas tout le temps obligé de rattraper. Donc ça, c'est une des actions que nous sommes en train de mener. L'autre action que nous sommes en train de mener, c'est de nous assurer qu'il y a un renforcement des plateaux techniques au niveau des formations sanitaires pour pouvoir prendre en charge les cas quand ils arrivent. Et ça aussi, nous le faisons en collaboration avec d'autres partenaires. Et l'autre action qui est importante et pour laquelle nous devons continuer à travailler en 2020, c'est par rapport à la surveillance des décès maternels et la riposte, parce qu'il faut que quand il y a un cas de décès, qu'on puisse auditer et qu'on sache quelle est la cause du décès. Ce n'est pas encore bien huilé et nous sommes encore aussi en train de travailler avec le ministère pour faire avancer ce processus-là et être au top par rapport à cela. D'accord. Alors, nous parlons toujours de couverture, mais cette fois-ci, nous allons parler de couverture vaccinale. Vous venez de participer au lancement de la Semaine africaine de la vaccination. Et la vaccination est une affaire de tous, on le sait très bien. Au Niger, qu'est-ce qui explique les faibles taux de couverture vaccinale dans le pays? Bon, je pense qu'on doit nuancer. On ne va pas tellement parler de faibles taux parce que quand on regarde les couvertures administratives, elles sont au-delà de 100%. Mais quand on regarde les enquêtes, on a la dernière enquête en 2017 a donné une couverture de 81%. Et quand on regarde maintenant les estimations de couverture OMS-UNICEF, nous sommes à 79%. Donc, bon, toutes ces disparités, c'est pour dire qu'il y a encore des petits soucis en matière de données, de maîtrise des dénominateurs. Bon, le Niger ne fait pas exception. Beaucoup de pays de la région ont ce problème de maîtrise des dénominateurs. Parce que quand on fait des enquêtes, malgré le fait qu'on a plus de 100%, on a encore des enfants non vaccinés. Donc, ce qui explique donc ce problème de maîtrise des dénominateurs. Mais comme il y a un recensement bientôt, je pense ce problème va être plus ou moins réglé. Bon, ce qui explique donc c'est le fait que, comme je l'ai dit tantôt, la non-maîtrise du dénominateur. Donc on a des soucis. Beaucoup d'efforts sont faits pour la vaccination, mais le rythme de croissance est plus élevé que la capacité du système à rattraper les enfants. Donc nous devons courir un peu plus vite pour rattraper les enfants. Et justement, comme vous l'avez dit, l'un des axes de ce qui va être fait pendant cette semaine de la vaccination, c'est justement de rattraper ceux qui n'ont pas été vaccinés. D'accord. Mais qu'est-ce qui explique la résurgence parfois d'épidémies? Je peux citer la méningite et la polio. C'est exactement ce que j'explique. C'est-à-dire qu'on a un faux confort du fait qu'on pense qu'on a 100% alors que des enfants ne sont pas vaccinés. Et par exemple, pour la rougeole, il y a une accumulation de ce que nous appelons les susceptibles et au fil des ans, on a une épidémie.
Donc, on a ce genre de situation-là où on pense qu'on a 100%, mais comme on n'a pas de maîtrise de la population, on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas vaccinés. Et c'est ceux qui ne sont pas vaccinés, là, c'est parmi ceux-là, justement, qu'on a, qui peut éclater une épidémie, justement. D'accord. Alors, on se rapproche vers la fin de cette première partie. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels l'OMS est confrontée dans la mise en œuvre de ces différents programmes? On peut parler, sans risquer de se tromper, du défi sécuritaire, parce que vu que dans la sous-région, ce n'est pas facile parfois de circuler, il peut être assez difficile à l'organisation d'accéder à un certain nombre d'endroits parfois. Quels sont les différents défis au-delà de la sécurité auxquels vous êtes confrontés? Bon, les défis, l'OMS n'a pas de territoire, donc il travaille avec les États membres. Oui. Donc, s'il y a des défis, nous travaillons avec le gouvernement, et le gouvernement essaie de toujours trouver des stratégies pour que nous puissions avancer, pour pouvoir avoir les résultats. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes là pour accompagner le gouvernement, et chaque fois que nous avons eu à saisir, en tout cas ici au Niger, nous avons eu un écho favorable, et même s'il faut saisir d'autres ministères, ça a toujours été un écho favorable. Et je pense qu'avec cet esprit-là, peut-être qu'il y a des défis, mais ce n'est pas des défis insurmontables qui sont très souvent résolus par le fait que la communication, expliquer qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème, et dès qu'on saisit le chef de département qui est là, il a toujours su trouver une solution. D'accord. Nous allons parler santé toujours, cette fois-ci en accueillant sur ce plateau un jeune qui est co-initiateur d'une plateforme qu'ils ont mise en place. Ils sont au nombre de 3. Mais celui que nous allons appeler ce soir s'appelle Ousmane Niali. Il est co-initiateur de la plateforme Ibani, qui est un détecteur de palu, je vous le disais en début d'émission. Ibani, Ousmane Niali, s'il vous plaît. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Merci d'être là avec nous sur ce plateau de Tapis Rouge pour parler justement de votre concept Ibani. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans les détails de Ibani, nous allons inviter nos téléspectateurs à découvrir cette plateforme, et juste après, on se retrouve pour en parler. Dans la lutte implacable contre le paludisme, les nouvelles technologies sont de plus en plus mises à contribution pour réduire efficacement le taux de mortalité. Cette maladie parasitaire, selon le rapport de l'OMS, a fait en 2017 435 000 décès dans le monde, dont plus de 90% en Afrique. Au Niger, pays fortement touché par la malaria, 3 jeunes développeurs avec leur start-up YaiMake travaillent depuis 3 ans à mettre en place un dispositif médical capable de détecter le paludisme en seulement 60 secondes sur un individu. C'est-à-dire que vous prenez l'appareil là comme ça, vous le mettez à la main. Maintenant, quand vous l'allumez, ça va se connecter à votre téléphone via Bluetooth. Une fois que ça se connecte à votre téléphone via Bluetooth, vous le maintenez comme ça pendant 60 secondes et le résultat vous parvient sur votre téléphone si vous avez la prévalence du plasmodium. Donc ce que nous cherchons, c'est le plasmodium, quelles que soient les formes. Donc le plasmodium falciparum, vivax, malaria, ovale. Dès qu'il est présent, on sait que vous avez du palu, parce que c'est l'agent causal du palu. Appuyé par le ministère de la Santé et certains organismes, Ousmane Niali, informaticien, Kabirou, instrumentaliste biomédical, et Karim Moumouni, électronicien, ne cessent d'améliorer le système Ibani afin de le rendre plus performant et ergonomique pour une large utilisation. Par le fait que nous sommes une équipe extrêmement soudée, donc du coup par rapport aux besoins, il y a des besoins qui sont purement matériels, que moi, informaticien, je ne peux pas desservir. Il y a des besoins qui sont pointus en soft, en logiciel, qu'eux, ils ne peuvent pas desservir. Mais du coup, c'est cette jonction qui fait que quand chaque personne arrive dans son domaine, il peut, c'est-à-dire, il travaille dans son domaine à lui, mais derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir une synergie qui fait en sorte qu'on converge autour. Donc du coup, nous, on a fait à peu près 2 ans, presque maintenant en termes de collaboration, on est à 3 ans. C'est-à-dire, nous, au départ, on voulait aller rapidos, il fallait que le produit. Mais dans le cadre de la santé, il y a beaucoup de régulations. Et dans ce cadre-là, nous avons eu le support. Et là, je profite de l'occasion pour les remercier du ministère de la Santé, à travers notre appui qui est l'ANSI.
En Afrique subsaharienne où le risque de contraction de la malaria reste assez élevé, ce dispositif médical, une fois sur le marché, pourrait certainement devenir l'un des moyens de prévention les plus efficaces. Voilà ce talent qui se félicite. Alors Ousmane, on aimerait comprendre, vous êtes tous des étudiants en Algérie, comment votre rencontre s'est passée? Chacun de différents domaines, mais après vous vous êtes retrouvés pour travailler sur un projet commun. Comment ça s'est passé? Quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas besoin d'un long processus pour vous connaître. C'est du genre, vous avez un point commun et une amitié est née là-bas. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, mon cas, c'était d'abord, Abdelkarim avait une passion des mangas, des dessins animés si vous voulez. Après, Kabio s'est ajouté. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est juste des discussions, en menant d'autres discussions, qui font qu'on a formé l'équipe. D'accord. Mais qu'est-ce qui a mené le choix de détecteur de palu? Ça aurait pu être autre chose. Je crois que cette question, j'y ai beaucoup réfléchi. Et la réponse peut vous paraître bête, mais elle est toute simple. L'être humain est égoïste. Il ne résout que les problèmes qui le concernent. Je sais pas si vous suivez. Et nous, moi personnellement, en 20 et quelques années, j'ai fait au moins une fois le palu. Donc, pas besoin d'une grosse science pour dire c'est là que je veux aller. Tout à fait. D'accord. Alors, en regardant dans le reportage tout de suite, on voit que c'est très facile le fonctionnement. Aussi simple que ça, on pose juste le doigt et puis c'est fini? C'est très simple, mais en fait, pour vous dire, c'est assez simple. Ça, c'est juste, le terme, c'est le sommet de l'iceberg. Derrière, c'est beaucoup plus gros. Okay. Mais sur le principe, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le Place Mondiale qui l'a inventé. C'est lui qui a un spectre d'attention à l'infrarouge. Donc, c'est lui qui nous a donné de quoi le détecter. Mais, quand je dis ça, c'est le début, mais derrière, pour avoir ce process, pour traiter ce signal, pour avoir une validation analogique, c'est tout un autre processus qui est derrière. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à travailler sur cette plateforme? On l'a vu dans le reportage, ça a beaucoup changé. Au départ, c'était assez gros et aujourd'hui, vous avez une forme beaucoup plus en miniature. Or, vous êtes là, les deux autres sont en Algérie. Comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble? Juste une petite information, quand on avait fait la séance, le shooting, j'étais le seul à Niamey, mais là on est actuellement 2. Okay. Et par rapport aux 2, ils ont déjà leur diplôme, ils vont venir bientôt, donc je ne sais pas si on peut s'appeler étudiant ou pas, et quand même ça c'était juste ça. Mais par rapport au fait de travailler ensemble, je crois que c'est assez simple. La connexion elle est bonne la nuit, moi je travaille la nuit. Et eux ils ont cours dans la matinée. Et ils ont cours en matinée, moi je suis à Niamey, donc on travaille ensemble la nuit. Je ne sais pas si j'ai... D'accord. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec le processus de certification? Parce que c'est assez important, on ne peut pas créer un produit et le mettre sur le marché, surtout un produit aussi sensible. Quel est l'accompagnement du ministère de la Santé? On en a parlé tout à l'heure dans le reportage, et des autres partenaires. Nous, on a eu la chance de gagner le concours de l'Innovation Itakara. Oui. À travers le CITMEN. Oui, à travers le CITMEN. Oui. Et du coup, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Quand je dis beaucoup de portes, quand vous prenez les premiers prototypes, ils étaient gros pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas les moyens pour acheter les composants qui étaient miniatures. Tu veux un composant qui est mis en miniature, tu dois payer plus cher. Tu veux une carte qui est faite spécialement pour toi, tu envoies un circuit électronique à un partenaire chinois, il te la design, il te l'envoie. Et quand il te l'envoie, généralement, c'est DHL. Et DHL, c'est pas gratuit. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ça nous a permis vraiment dans notre travail, vraiment de le rendre easy. Maintenant, par rapport aux partenaires, la santé, elle est vraiment réglementée. Oui. Si vous m'avez vu il y a 1 an, ou disons 6 mois, j'allais vous dire, excusez-moi de le dire, mais j'allais vous dire, les gens de la santé, ils sont compliqués, c'est pas facile de dire. Le ministre est là, hein. Après, bon, je cache le que j'ai. Il n'entend pas. J'allais dire que c'était des gens compliqués, mais quand vous avez l'être humain, pour moi, l'être humain, c'est la machine la plus parfaite. Vous pouvez avoir une intelligence artificielle, un robot, un truc mécanique, il n'atteindrait jamais. L'être humain est imparfait, mais c'est ce niveau d'imperfection, la machine ne l'atteindrait jamais. Donc, du coup, si vous devez toucher à une machine parfaite, il faut que votre device, votre produit soit le plus proche pour ne pas créer des frictions. Tout à fait. D'accord. On va revenir à Dr Ania Blanche. Que pensez-vous de cette initiative de ces jeunes?
C'est assez ingénieux quand même. Très ingénieux et je suis émerveillé. Je suis émerveillé parce que utiliser les nouvelles technologies et arriver à ce genre de résultats, je pense que c'est à encourager. D'accord. Est-ce que vous avez parfois des programmes pour accompagner ce genre d'initiative de jeunes? Spécifiquement, non. Mais je sais que récemment, lors du forum sur la santé qui s'est tenu au Cap-Vert, la directrice régionale a mis en place une plateforme qu'elle a appelée Challenge OMS Innovation, où elle a demandé à tous les jeunes, il y avait un appel à tous les jeunes d'aller soumettre leurs projets sur cette plateforme. Oui. On a reçu 2700 candidatures quand même, de 77 pays dans le monde, donc 44 pour la région africaine. Et elle a mis en place un comité qui était chargé de revoir un peu ce que les jeunes ont proposé. Et les critères étaient de voir un peu est-ce que c'est périn, est-ce qu'on peut étendre ça à échelle, est-ce que c'est durable, quel est l'impact. Donc voilà un peu les critères qui étaient utilisés. Et cette équipe a retenu, je crois, 30 applications qui ont été présentées lors du forum sur la santé qui a eu lieu au Cap-Vert. Et je pense que l'année prochaine, en 2021, il y a une même initiative qui va être faite. Donc, je pense qu'elle est en train de voir un peu comment soutenir ce genre d'initiative au niveau de la région africaine. Et c'est un mécanisme qui vient de commencer, ça a été mis en place cette année. Je pense que ça va continuer. D'accord. Alors, Ousmane, une fois votre produit sur le marché, comment est-ce que le déploiement va se passer? Pour nous, novices, est-ce qu'on peut facilement y accéder, aller juste acheter, ou bien est-ce que ça sera donné au centre de santé pour être déployé sur le terrain? Comment est-ce que vous prévoyez? Est-ce qu'on peut déjà savoir? Alors là, vous me posez la question à laquelle je n'ai pas la bonne réponse, parce qu'on est vraiment starter et notre équipe, on est focus d'abord sur finaliser. Après, quand on va finaliser, sûrement c'est d'autres compétences qui vont rentrer. Mais moi, voici comment je vois la chose. Ça dépend de la réglementation. Par exemple, des devices comme ça, qui peuvent lutter contre l'automédication. J'ai mal, je sens un peu de fièvre, automatiquement, je peux aller dire que j'ai le palu. Donc, déjà dans ce moment, on peut l'utiliser. On peut dire, ok, on le donne à tout le monde. Ou bien non, on peut se positionner et dire que on va le vendre aux gens. Et c'est ça, je dis, ça dépend de la réglementation. Parce que quand vous prenez la réglementation en santé, elle est vraiment dure. Oui, tout à fait. Je profite de l'occasion, si on peut me permettre de dire aux gens, faites une petite fleur aux enfants. Ok, d'accord. Faites une petite fleur aux enfants. Faites une petite fleur. D'accord. Essayez de nous comprendre et puis essayez de rendre le processus moins... Je comprends le processus, pourquoi ça doit être... Mais c'est assez important aussi. Hein. Oui, c'est assez important. Mais très souvent, on a... En fait, il y a des choses qui peuvent se faire assez simplement. Mais même quand on prend dans le processus bureaucratique, il y a des petites échelles qu'on peut réduire. Oui. Sur le plan administratif. Sur le plan administratif, en tout cas, nous, ça nous serait vraiment super utile. Je crois que les autres qui vont venir joindre, ça serait aussi super utile. Et quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis du ministère de la Santé, par exemple? C'est rendre souple, justement, ce processus administratif. Oui, c'est rendre souple ce processus administratif. Faire en sorte que le temps qu'il y a, le gap qu'il y a entre notre RD et le fait d'avoir ici une validation analogique, une validation clinique et une validation au niveau de l'utilité. Parce que ça ne sert à rien de faire un truc qui n'est pas utile. Quand on est au niveau de l'utilité, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a l'aspect psychologique, comment l'appareil va être perçu par les malades, par les gens. Pas que ce soit un facteur qui va faire en sorte que les gens vont... Est-ce que vous voyez? Après, on passe à la commercialisation. Mais là, nous voulons que ça soit l'aspect clinique, soit en fait, que les processus soient vraiment allégés. Pas qu'ils soient, il y a des processus qui sont super importants, qu'on doit les passer. Nous-mêmes, on est conscient que si on ne les passe pas, le produit ne va pas. Mais il y a des petits trucs, ça ne vaut pas trop la peine. Quoi. Je pense que le message est compris. D'accord. Docteur, dernière question pour vous. Aujourd'hui, quels sont les grands chantiers de l'OMS parce qu'il y a le nouveau binôme qui s'annonce. Quels seront vos grands chantiers pour ce nouveau binôme 2020-2021? Écoutez, pour le nouveau binôme qui s'annonce, notre directeur général, quand il est venu, il a amené un concept
où il a mis en place 3 priorités. Et nous travaillons tous sur ces 3 priorités. Et il a mis comme résultat les milliards. Et donc, nous appelons ça dans la maison le triple milliard. Donc, nos priorités aujourd'hui s'articulent autour des triples milliards. Alors, il est question de chaque pays voir combien il contribue pour atteindre le milliard. Le milliard, c'est pour tous les pays de la région africaine. Donc, le premier milliard, effectivement, c'est la couverture santé universelle. Donc, il est question d'avoir d'ici 2023 1 milliard de personnes additionnelles qui sont couvertes par la couverture santé universelle. Et donc, maintenant, chaque pays, ils vont définir un peu quelle est la contribution du Niger pour le milliard. Le deuxième milliard, c'est par rapport aux situations d'urgence, 1 milliard de personnes additionnelles qui sont mieux gérées par des situations d'urgence. Alors, quelle est la contribution du Niger par rapport à cela? Et le troisième milliard, c'est 1 milliard de personnes qui ont un meilleur bien-vivre, un bien-être, ils sont en bonne santé. Tout ça, c'est tout ce qui concerne les déterminants de santé. Donc, nous travaillons autour de ce triple milliard et à l'intérieur, on se retrouvent les différents programmes. Et nous avons effectivement commencé à travailler avec le ministère de la Santé et les autres ministères parce que avec les objectifs de développement durable, on ne peut plus travailler qu'avec le ministère de la Santé. Il y a des choses qui vont au-delà du ministère de la Santé et le secrétaire général l'a dit tout à l'heure. Il y a tout ce qui concerne les aspects de CSU, ça ne peut pas être que le ministère de la Santé seul. Donc on se retrouve maintenant, ce sont des approches multisectorielles. Donc, et on doit changer la façon de travailler, être un peu plus multisectoriel et voir un peu comment est-ce qu'on travaille avec les autres secteurs dans tous ces domaines-là pour atteindre le triple milliard dont il est question. Donc, comme je l'ai dit, nous avons commencé le processus d'abord avec le ministère de la Santé pour voir quels sont, dans chacun des milliards, qu'est-ce que nous allons prioriser comme activité. Et cet exercice-là est en train de se faire avec les techniciens. Et dès qu'on aura fini ça, on verra maintenant quels sont les milliards, les aspects de certains milliards qui demandent qu'on travaille avec d'autres secteurs. Donc voilà un peu ce que nous allons faire pour le binôme qui arrive. Mais j'allais oublier quelque chose. Il y a une composante qui est très très importante, qui est transversale, c'est pour ça que j'ai failli l'oublier. C'est tout ce qui concerne la qualité des données. Okay. Vous m'avez posé la question tout à l'heure sur les données de couverture vaccinale. Ce n'est pas seulement les couvertures vaccinales, mais on a un problème pour tout ce qui concerne la qualité des données pour tous les secteurs, dans presque tous les pays. Et donc, c'est un chantier également sur lequel nous allons travailler, parce que ça, c'est transversal et nous allons aussi nous investir dans ce chantier. Merci beaucoup, Dr Agnès Blanche. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Ousmane. Nous arrivons à la fin de cette première partie de Tapis Rouge. Nous allons marquer une petite pause et juste après, on se retrouve pour parler culture. À tout à l'heure. Nous sommes une agence créative. Nous avons une équipe jeune. Nous sommes plusieurs collaborateurs. Nous venons de divers horizons, chacun avec un talent. Nous intervenons dans 7 domaines clés. Depuis 8 ans, nous avons créé des concepts. Avec de nombreux partenaires. Nous sommes Prestacom Afrique et nous avons lancé Prestacom Niger. Avec plus de défis, de nouveaux concepts à la clé. Plus de moyens déployés. Une équipe renforcée. Prestacom débarque au Niger avec plus de précision. Communiquez autrement, appelez-nous. Nous allons continuer avec la deuxième partie de cette émission. Celui qui va venir n'est plus à présenter au Niger.
Également très connu au sein de la communauté Touareg, descendant d'une grande famille d'artisans. Il est l'incarnation de la culture et de l'artisanat nigérien et pourtant, il est très longtemps resté à l'extérieur, toujours habillé en Touareg. Cet homme se bat depuis maintenant plusieurs années pour la promotion de la culture de son pays à travers le monde. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Alucini Chehou, président de l'Union Keltana et promoteur de Nomade Artisanat et Culture. Bienvenue sur le plateau de Tapis Rouge. Qu'est-ce que ça vous fait tout le temps d'être habillé aussi joli? Bon, je ne dirais pas joli, mais je dirais beaucoup plus authentique. D'être habillé toujours authentique, original, originel et voilà, culturel. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci d'être là sur notre plateau. Vous êtes de la communauté, je le disais tantôt, Inadan, qui joue un rôle de médiateur au sein des Touaregs. Elle a une très grande histoire, une histoire qui remonte à 1889. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Voilà, vous parlez des Inadan. Inadan, oui. En fait, c'est une composante sociale dans les communautés Touareg qui est cette composante qui sont les dépositaires de la culture, les détenteurs de la sagesse, de l'artisanat, de toutes les valeurs de la médiation et de l'intermédiation entre les plus grandes chefferies ou confréries Touareg. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le combat que vous menez pour la mise en valeur de votre culture? Le combat, c'est tout simplement je peux dire une légitimité. Une légitimité, c'est un retour à notre authenticité, à notre originalité, qui est celle-là qui fait de nous les régulateurs de la société. Les conseillers, les plus grands conseillers, l'ingéniosité de toute la créativité, de toute la beauté de cette communauté nigérienne qui sont vraiment les Touaregs. La beauté de la chose, ce sont les maîtres du métal, ce sont les maîtres du cuir, ce sont les maîtres du travail fait à la main. Ce sont initialement ceux qui ont conçu la maison ou l'abri, le matériel culinaire, le matériel de guerre, le matériel de paix, je peux dire. Vous dites souvent que vous êtes l'industrie de la culture. Vous avez tout dit, c'est l'industrie. C'est l'industrie de la culture. C'est vraiment toute la culture en un mot. D'accord. Alors, vous avez aujourd'hui une société que vous avez créée, Nomade Artisanat et Culture, justement, pas pour chercher de l'argent, mais pour faire voyager justement cette culture nigérienne qui voyage à travers le continent. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes resté très longtemps à l'international. Pourquoi être rentré au pays, vous consacrer à ça? Al-Husseini Cheikhou, je fais partie de cette frange sociale de ces genres d'Africains qui ont vécu toute une éternité, je peux dire 15 ans, 20 ans à l'étranger, mais qui sont revenus un jour pour développer quelque chose à la maison. Et j'ai la chance d'être vraiment de cette communauté nigérienne qui est l'incarnation de l'ingénierie. Mais malheureusement, les gens, ils ont tendance à oublier ces valeurs, ils ont tendance à laisser aller ces valeurs qu'ils ont incarnées, qui sont l'industrie et le travail de la main. C'est culturel chez nous. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris ça et ils délaissent ça. Et mon combat, c'est faire revenir les gens à leurs valeurs, à leur culture et savoir que dans notre culture islamique musulmane d'ailleurs, le prophète Daoud était un forgeron, un autre prophète était un tailleur, un autre prophète était un menuisier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un berger, un éleveur de bétail. On lui demande Ayyul kasbi ahsan,
dans un hadith, quel est le meilleur gain d'un être humain? Il répondit, c'est le gain qui a été c'est le gain fait à la main, avec la main, c'est-à-dire avec la sueur, avec le travail, avec ses propres moyens que Dieu nous a donnés. Est-ce que vous avez l'impression que votre message passe? Est-ce que vous êtes écouté? Non, c'est vraiment écouté parce qu'aujourd'hui, je ne me flatte pas. Je pense que partout où je vais, je suis un message. Je vois déjà vous passer des images ici où je suis au festival de l'Aïr là-bas, où vraiment toute la jeunesse était derrière moi. Elle était complètement folle de ce que je suis en train de faire et elle envoie déjà un moyen de se prendre en charge. D'accord. Alors, vous avez fait sensation lors du dernier sommet des chefs d'État ici au Niger avec les tentes que vous avez installées. Qu'est-ce que ça vous fait que des officiels venus d'un peu partout à travers l'Afrique s'intéressent justement à ça, à cette valeur-là? Je dirais que c'est au-delà de la sensation, parce que je me rappelle au sommet organisé ici de l'Union africaine, l'attente. C'est ça la force de la culture, c'est ça la force de nos traditions. C'est les images qu'on peut voir avec les le chef de images. l'État. Je me rappelle effectivement cette tente originale avait carrément volé la vedette au Radisson Blu, qui était un emblématique hôtel que les Nigériens ont découvert. Mais toutes les personnalités qui étaient venues s'y sont installées et ils étaient très émerveillés de voir cette culture, cette valeur, parmi lesquelles le premier Nigérien qui accorde une valeur extraordinaire à ces cultures, à ces valeurs africaines, nigériennes et que nous incarnons. Il s'est déplacé et est venu voir cette tente et était très content et a passé un moment à cette tente-là, sans oublier les autres chefs d'État de l'Égypte et toutes les premières dames. Tout celui qui passait a passé vraiment un moment sous cette tente et je dirais que c'est la force de la culture, c'est la force de nos valeurs. D'accord. Qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui pour accompagner ce combat que vous menez? Cette promotion de la culture également, de la culture nigérienne? Principalement, un de mes propres principes, c'est déjà, je suis un homme de principe. Mon principe, c'est que dans toute chose que l'on doit faire, il doit montrer déjà sa propre capacité. Aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un niveau où, de mes propres ailes, j'ai commencé à m'imposer. Et par cette imposition-là, aujourd'hui, l'État a un œil sur moi et il voit tout ce que j'ai fait. Par exemple, la dernière fois, après le sommet de l'Union africaine, il y avait un autre sommet des ministres de culture, le forum des ministres de culture des pays ACP, plus de 73 ministres, dont une trentaine de ministres qui étaient là et des directeurs de toutes les cultures africaines qui étaient là. En plein panel, à un certain moment, j'étais gêné parce que ce n'est pas les panels qui les intéressaient, mais c'était l'attente culturelle, l'exposition artisanale, artistique qui était dehors, qui intéressait toutes ces personnalités-là. Donc, c'est grâce effectivement à ce soutien administratif que j'ai pu placer cette tente sans pour autant avoir aucune difficulté de le faire. Et je suis sûr qu'à chaque fois il y a des sommets comme ça, ils m'appelleront, ils feront appel à moi pour placer ces valeurs culturelles que nous avons, qui sont vraiment la force de la culture nigérienne. D'accord. Alors une dernière question pour vous. Quel message avez-vous à lancer à la jeune génération pour la préservation de leurs valeurs, de leur culture? Le message, il est du fond du cœur. La culture, c'est la vérité. La culture, c'est l'authenticité. La jeunesse, aujourd'hui, a tendance
je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à la jeunesse, mais je pense qu'une des solutions pour notre jeunesse, c'est justement de revenir à nos valeurs culturelles, éducatives, traditionnelles, qui font que le grand respecte les petits et que le petit respecte les grands et vice-versa. Aujourd'hui, vraiment, je pense que la jeunesse a un chemin extraordinaire qu'elle doit suivre et qui est celui de revaloriser ce que nous avons d'original. D'accord, merci. En tout cas, M. Alousseni, et très bon vent à vous. Vous restez avec nous pour accueillir notre révélation du mois. Son nom d'artiste est Oga. Il a une histoire particulière et difficile. Orphelin, il a grandi au village d'enfants SOS, puis dans la rue, avant de trouver sa voie dans le slam. Aujourd'hui, il commence une belle carrière avec déjà un trophée et quelques tournées dans la sous-région. Il prépare son tout premier album, Mon point de vue, sortie prévue le 16 novembre prochain. Ce soir, il nous parle de santé. Hier soir, la femme de mon voisin qui était en grossesse a eu un malaise. Et j'avais besoin précis sur ma montre, car mon voisin sur la porte. Abokina matata babu lafiya. Abokina matata tana nakula. Abokina nana bone ya kai da matata zata. Moi, je me suis directement soucié pour sa femme qui pense jalousement accoucher un enfant dans un village. Un village sans case de passage. Un village sans district sanitaire. Un village sans frontière. Imaginez une mère qui pense accoucher un enfant dans la misère et le calvaire. Comme il y a le docteur ici, docteur quoi ici, montre aussi. Alors au secours, car la santé elle est avant tout. La santé elle est prioritaire, la santé elle est primordiale. Docteur, maudite soit la vie sans la santé. Maudite soit la richesse sans la santé. Maudite soit l'amour sans la santé. Docteur, ces femmes et enfants doivent avoir une santé physique, mentale et sociale qui doivent être constatées, observées et exprimées. Docteur, proposez-leur aussi des références médicales qui seront élaborées par des experts, car la santé est avant tout. La santé est prioritaire, la santé est primordiale. Madame la sage-femme, beaucoup de mères meurent lors de leur accouchement. Beaucoup de mères ont souffert lors de leur accouchement. Madame la sage-femme, vous qui êtes les premières à accueillir les nouveau-nés au monde, vous qui vos deux bras ont été bénis par les anges, Madame la sage-femme, il faut soigner pour être soigné et il faut donner pour recevoir. Car la santé est avant tout. La santé elle est prioritaire, la santé elle est primordiale. Il est temps qu'on s'unisse. Il est temps car c'est ensemble que nous pouvons contribuer à une humanité sensible. Ensemble, nous pouvons contribuer à une humanité sans ménagère, sans polio et une humanité sans fanatisme. Je ne parle pas d'un vague espoir, mais plutôt d'une volonté chérie au cœur. Car la vie, uniquement la vie, car la santé est avant. La santé est prioritaire, la santé est primordiale. La santé est prioritaire, la santé est primordiale. Simplement, maman, kudai ya kita wajibiti c'était au cas de cela. Oga de Slammer, merci Oga d'être là sur ce plateau. Notre révélation du mois, vous préparez la sortie de votre album le 16 novembre prochain. Vous êtes assez brillant, beaucoup de talent, vous avez 23 ans. Qu'est-ce qui vous a amené dans le slam? Est-ce que votre enfance difficile vous a un peu guidé vers ça? Oui, en quelque sorte, on peut le dire.
y a plusieurs choses, il y a eu plusieurs choses dans mon passé que j'aimerais vraiment à travers le slam m'exprimer, dire, voilà, et écrire et dire ce que j'ai dans le cœur. Donc c'est ce qui m'a poussé à écrire cet album de 12 titres, et dont il y a un côté révoltant, un côté émouvant aussi, un côté triste de l'album, à peu près 7 titres tristes qui ne parlent que de moi. D'accord. Alors, cri de cœur, le plus souvent, vous lancez un appel le plus souvent aux autorités, aux jeunes, etc. Pourquoi ce choix? Oui. Slam engagé. Ce choix parce que je me suis dit que peut-être si nos autorités n'écoutent pas d'autres musiques ou bien d'autres arts musicaux, et peut-être que nous sommes écoutés, donc c'est à nous de les transmettre ce message et de lancer un cri de cœur à la place des autres. Ok, dernière question, quels sont vos projets? L'album est en train de sortir, est-ce qu'il y a des tournées qui sont prévues, des événements qui sont prévus? Oui, le projet le 16 novembre au CCFN est le concert de vernissage, et il y a le festival aussi, mon festival, également. Il y aura bientôt 2 ans, oui. Slam en milieu scolaire. Tout à fait. Il y aura aussi le prochain festival, La rue n'est pas chez moi. Oui. Un festival dédié aux enfants de la rue, une façon de les aider les autres à sortir de la rue, comme moi aussi j'ai été aidé. Donc je veux initier cette initiative afin que les autres aussi puissent être aidés et sortir de la rue. En tout cas, bon vent, beaucoup de courage surtout. Voilà qui met fin à cette émission Tapis Rouge pour ce mois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous nos chers téléspectateurs. Merci à l'OMS pour sa contribution pour la réalisation de ce numéro. Nous remercions également tous nos partenaires qui nous accompagnent, principalement l'hôtel Noum Niamey. On se retrouve le mois prochain, le 16 novembre prochain à Bamako, à l'hôtel Azalaï pour un numéro spécial Bamako, puis en janvier à Conakry. Mais d'ici là, restez avec nous. À très bientôt. Ce numéro du Tapis Rouge vous a été proposé par l'OMS Niger.